On va maintenant s'intéresser à la Sol 111, mais avant de passer à l'explication de cette solution, il faut mettre en place un certain nombre de résultats préalables, ce que nous allons faire maintenant. Je vais commencer par rappeler la méthode directe de recherche des modes. L'équation du mouvement en vibration libre s'écrit mq2 plus k fois q égale 0. Et on a vu que quand le système vibre selon l'un de ces modes, eh bien, tous les degrés de liberté vibrent ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont tous multipliés par le même cosinus. Quand le cosinus vaut 0, ils passent tous en même temps par la position 0. Quand le cosinus vaut plus ou moins 1, ils passent tous en même temps par leur position maxi. Et le vecteur phi qui est là renseigne sur la forme du mode. Un mode est donc caractérisé par la pulsation oméga et le vecteur phi qui correspond donc à la forme du mode. Si nous prenons cette solution et si nous l'injectons dans le système précédent, nous obtenons moins oméga carré fois m plus k que multiplie phi égale 0. Ce qui est un système dont les inconnus sont les composantes du vecteur phi et dont le second membre est égal à 0. On sait que dans un tel système, la condition pour obtenir une solution phi différente de la solution 0, cette condition est que le déterminant de moins oméga carré m plus k soit égal à 0. Vous voyez que ce déterminant se présente comme un polynôme de degré n en oméga carré. C'est-à-dire que si on résout ce polynôme, on va obtenir les n valeurs des pulsations propres oméga carré. Une fois que ces pulsations sont déterminées, eh bien, il reste à remplacer ici oméga carré par ces différentes pulsations pour obtenir le vecteur phi correspondant à chacune d'elles. On appelle cette méthode méthode directe pour la caractérisation des modes de vibration. Nous allons montrer maintenant la propriété dite d'orthogonalité des modes. Repartons du système différentiel en vibration libre, mq seconde plus k fois q égale 0. On peut montrer très facilement que si oméga i représente la pulsation du mode numéro i et si phi représente le vecteur propre associé, il est possible d'écrire moins oméga i carré fois m plus k, le tout facteur de phi i égale 0. Cette relation devient k fois phi i égale oméga i carré m phi i, si l'on fait passer dans le second membre le terme avec la matrice de masse. Si l'on considère maintenant un autre mode, le mode numéro j par exemple, on pourrait écrire de manière identique que k fois phi j est égal à oméga j carré m phi j. Il est supposé que i est différent de j. On va désigner par 1 la première et 2 la deuxième équation ainsi obtenue. Nous allons multiplier les deux membres de l'équation numéro 1 à gauche par le vecteur phi j transposé, et nous allons multiplier les deux membres de l'équation numéro 2, toujours à gauche, par phi i transposé. Voici donc la nouvelle forme des deux équations 1 et 2. Il nous reste maintenant à effectuer l'opération 1 moins 2. Commençons par envisager le premier membre. Dans le premier membre, nous allons trouver phi j transposé k phi i moins phi i transposé k phi j. Il faut se souvenir que la matrice K, matrice de rigidité, est symétrique. Dans ce cas, ces deux termes, phi j transposé k phi i et phi transposé k phi j, sont identiques. On peut donc en conclure que par différence, dans le premier membre, nous aurons 0. Regardons maintenant la différence entre les deux seconds membres. Pour les mêmes raisons, la matrice de masse étant elle-même symétrique, eh bien phi j transposé m phi i et phi i transposé m phi j sont égaux. Par différence, on va donc obtenir phi j transposé m phi i, facteur de oméga i carré moins oméga j carré. Il faut se souvenir que i et j, les deux modes étant différents, eh bien de fait, oméga i carré et oméga j carré sont différents. On a donc un produit de deux termes égal à 0, alors que l'un des deux termes, oméga i carré moins oméga j carré, est différent de 0. On en conclut que phi j transposé m phi i égale 0. Si on multiplie la matrice de masse à gauche par un certain vecteur propre, phi j, et à droite par un autre vecteur propre, phi i, eh bien le résultat est égal à 0. On dit qu'il y a orthogonalité des modes vis-à-vis de la matrice de masse. Cette relation est valable quels que soient les modes i et j, pourvu que i soit différent de j.
Vous voyez que si on reporte cette relation dans les équations 1 et 2 qui figurent en haut de la page, eh bien, on peut obtenir de la même manière la relation suivante. Phi j transposé k phi i égale 0. Il existe donc la même propriété vis-à-vis de la matrice de Raeder. Il y a orthogonalité des modes vis-à-vis de la matrice K. Quand on multiplie la matrice K à gauche par un certain vecteur propre phi j et à droite par un autre vecteur propre phi i, le résultat est égal à 0. Avant de passer à la définition de la Sol 111, il nous reste à voir la notion de quotient de Rayleigh. Nous retrouvons notre relation qui a déjà été vue, k phi i égale oméga i carré m phi i. Nous sommes dans le mode numéro i, oméga i est la pulsation et phi i le vecteur propre correspondant. Cette relation, nous allons la prémultiplier à gauche par le vecteur phi i transposé. Nous obtenons donc phi transposé k phi i égale oméga i carré phi transposé m phi i. Rappelons que les termes phi transposé k phi i et phi transposé m phi i ne sont pas nuls, puisque ces termes ne s'annulent que quand on multiplie à gauche et à droite par deux vecteurs propres différents. Cette relation permet d'exprimer oméga i carré comme un quotient. C'est en fait le rapport de phi transposé k phi i sur phi transposé m phi i. Ce quotient est appelé quotient de Rayleigh. Il nous montre que si on connaît phi i, si on connaît donc la forme du mode, on peut, grâce à cette expression, obtenir la pulsation oméga i carré. Nous allons maintenant travailler sur la Sol 111 en reprenant le même exemple que celui qui a été traité en Sol 108. Deux masses, 2 degrés de liberté Q1 et Q2, un effort F de t harmonique qui s'applique sur la masse numéro 1. La mise en équation est donnée ici, matrice de masse, matrice de Raeder et second membre avec le terme F0 cos oméga t sur la première ligne qui correspond au DDL Q1. Le point de départ est le même qu'avec la Sol 108, c'est-à-dire qu'on va chercher des solutions particulières Q1 et Q2 sous la forme grand U1, grand U2 cos oméga t, c'est-à-dire des solutions ayant la même pulsation que l'excitation. C'est maintenant qu'intervient la différence avec la Sol 108. Au lieu d'injecter directement la solution dans le système comme on l'a fait, on va tout d'abord exprimer U1 et U2, c'est-à-dire les amplitudes des mouvements de nos deux masses, en fonction des vecteurs propres phi1 et phi2. On va écrire qu'en fait, le vecteur U1, U2 est égal à α1 fois phi1 plus α2 fois phi2. En quelque sorte, α1 représente le poids du mode numéro 1 dans la solution et α2 représente le poids du mode numéro 2. Voilà quelle est la relation obtenue en mettant en facteur tout ce qui concerne α1 d'une part et tout ce qui concerne α2 d'autre part. L'idée va maintenant être la suivante. Si on prémultiplie à gauche par phi1 transposé, on va obtenir des termes de type phi1 transposé m phi2 et phi1 transposé k phi2. Ces termes, on le sait, sont nuls. Ils vont donc faire disparaître α2 et on obtiendra directement l'expression de α1. Si au contraire, on prémultiplie à gauche par phi2 transposé, les termes phi2 transposé m phi1 et phi2 transposé k phi1 vont être égaux à 0. Et donc on va faire disparaître α1 pour obtenir l'expression de α2. Une fois que α1 et α2 sont connus, et bien comme vous le voyez au milieu de la page, U1 et U2 seront connus. Voilà comment fonctionne une Sol 111. Nous allons voir ceci maintenant dans le cas général, c'est-à-dire pour un système à n degrés de liberté. Reprenons donc notre système. Sous excitation harmonique, il s'écrit mq seconde plus k fois q égale f0 cos oméga t. La solution q va être cherchée sous la forme grand U cos oméga t. Et comme on vient de le voir dans l'exemple, grand U va s'exprimer comme une combinaison linéaire des vecteurs phi i. Ça sera la somme pour i allant de 1 jusqu'à n étant le nombre de degrés de liberté, de alpha i phi i. Le coefficient alpha i représente dans la solution le poids du vecteur propre phi i. Si on injecte cette solution dans le système différentiel, on obtient somme pour i allant de 1 à n de alpha i, facteur de moins oméga carré m phi i plus k phi i, égale dans le second membre f0. Comme on l'a vu dans l'exemple, on va considérer le mode numéro m, et donc le vecteur propre phi m. On va prémultiplier à gauche chacun des termes de notre relation par phi m transposé. D'après la propriété d'orthogonalité des modes, on a vu que tous les termes de type phi j transposé m phi i ou phi j transposé k phi i seront nuls
dès lors que I est différent de J. Il ne va donc rester que les termes de type phi m transposé m phi m et phi m transposé k phi m. D'où la possibilité d'exprimer le coefficient alpha m. On peut donc par cette méthode trouver tous les coefficients alpha i de la décomposition et donc obtenir la solution grand U. Écrivons l'expression de alpha m. Alpha m égale au numérateur phi m transposé f0, au dénominateur moins oméga carré phi m transposé m phi m plus phi m transposé k phi m. Nous allons voir qu'il est possible de transformer le terme phi m transposé k phi m en utilisant le quotient de Rayleigh. D'après le quotient de Rayleigh, phi m transposé k phi m est égal à oméga m carré que multiplie phi m transposé m phi m. En remplaçant cette relation dans l'expression de alpha m, on obtient phi m transposé que multiplie f0 que divise oméga m carré moins grand oméga 2 multiplié par phi m transposé m phi m. Voilà donc l'expression finale de alpha m qu'il nous faut maintenant commenter. Vous voyez que cette relation peut permettre de calculer directement tous les coefficients alpha i de la décomposition, donc d'obtenir la solution. Il suffit de connaître les vecteurs propres et les pulsations de chaque mode. Autrement dit, vous voyez que pour effectuer une SOL 111, il faut avoir forcément au préalable effectué une SOL 103 pour avoir déjà déterminé toutes les pulsations et tous les vecteurs propres. Mais une fois que les vecteurs propres et les pulsations sont connus, eh bien par cette simple formule que vous avez ici, on peut calculer tous les coefficients alpha m. Le deuxième point intéressant dans cette formule est de remarquer qu'au dénominateur figure en facteur oméga m carré moins grand oméga 2. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien cela signifie que quand vous excitez un système avec une pulsation grand oméga qui s'approche de la pulsation propre oméga m, le terme oméga m carré moins grand oméga 2 devient tout petit. Et donc le coefficient alpha m correspondant devient très grand. On voit donc que quand on excite un système au voisinage de l'une de ses pulsations propres, eh bien, le vecteur propre phi m prend une très grande importance puisque son coefficient alpha m tend vers l'infini. Ce qui signifie que le comportement que prend alors le système quand on l'excite au voisinage de la pulsation oméga m, c'est un comportement qui ressemble fort à celui du mode numéro m. Puisque dans la décomposition, eh bien, le poids du vecteur phi m devient prépondérant. On avait déjà parlé de cette propriété, mais on ne l'avait jamais démontré. Quand on excite un système au voisinage d'une pulsation donnée, il entre en résonance en se comportant comme l'indique le vecteur propre correspondant. En fait, le système entre en résonance avec la forme du mode correspondant. Un autre point à signaler est le suivant. Vous voyez qu'en réalité, dans un problème industriel dans lequel il y a un très grand nombre de degrés de liberté, eh bien, il y a donc du coup un très grand nombre de coefficients alpha m à calculer. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est utile de tous les calculer? On vient de voir que les coefficients vont être d'autant plus importants que la pulsation correspond à des modes qui sont proches. Il n'est donc pas nécessaire, en général, de calculer tous les coefficients alpha m. C'est ce qu'on appelle la troncature. On ne va pas décomposer la solution dans la base complète formée par tous les vecteurs propres, mais on va exprimer la solution dans une base tronquée qui se limite aux seuls vecteurs propres qui correspondent aux pulsations proches de la pulsation d'excitation. On est moins précis, mais on gagne beaucoup de temps. La SOL 111 est donc une méthode très efficace puisqu'elle s'avère beaucoup plus rapide que la SOL 108. Je vous rappelle qu'en SOL 108, il faut résoudre un système de grande dimension pour tous les pas du calcul. Alors qu'en SOL 111, comme vous le voyez, les coefficients alpha sont déterminés directement par une simple formule.
Et en plus, comme on vient de le voir, il n'est pas nécessaire de tous les déterminer. C'est la fin du cours sur les sols 108 et 111.